Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 63, 64, pratiquement un stack de Texama Show, c'est incroyable ça. Alors du coup, on va commencer tranquillement. Alors c'est une semaine assez calme au final, parce que c'est genre le début de l'été, donc il n'y a pas vraiment de grandes annonces. En général, le début de l'été, il y avait beaucoup d'annonces évidemment en juin et tout ça, donc ça c'est calme, mais il y a quand même des news intéressantes, moi je trouve en tout cas. Donc première news, alors c'est plus une news genre, intéressante, c'est au niveau de stats, au niveau de la Switch. Et apparemment, selon Nintendo, le mode docké de la Switch et le mode genre libre de la Switch sont à peu près utilisés de manière égale. Donc, c'est-à-dire que globalement, il y a une utilisation de 50-50. Bon, évidemment, il y a des personnes qui doivent être en mode full portable et des personnes qui sont en mode full dock. Hein. Là, on parle de chiffres globaux. En moyenne, il y a une utilisation de 50-50. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, je m'attendais à ce qui est genre je savais pas si ça allait être genre le mode docké ou le mode portable qui allait être le plus populaire, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui soit plus populaire que l'autre. Peut-être même le mode docké en réalité. Mais au final, ça s'équilibre et du coup, je suis agréablement surpris et c'est une bonne chose pour Nintendo au final parce que ça veut dire que déjà leur console fonctionne comme elle devrait fonctionner parce que les gens l'utilisent comme elle devrait fonctionner, donc c'est-à-dire soit docké, soit pas docké. Et aussi, ça veut dire que s'ils font des jeux plus propices à être dockés, donc des jeux qui sont vraiment genre tu te mets dans ton fauteuil et tu joues, il y a des gens qui joueront. Et s'ils font des jeux plus orientés mobile, peut-être même qu'il faut aller dehors, ça marchera aussi. Donc je trouvais ça intéressant, même s'ils s'amusent à faire des jeux qui fonctionnent dans toutes les conditions possibles. Mais bon, c'est une petite news intéressante pour commencer. J'aime bien les statistiques, faut le savoir ça. Ensuite, on a une news au niveau d'Apple. Alors, si vous avez acheté un MacBook Pro, déjà désolé pour vous, pas parce que genre il y a un problème ou autre chose avec Apple. Personnellement, je trouve qu'Apple fait quand même des bons produits, même si on leur attribue. Je pense que leur force c'est des fois le design et le fait de pouvoir faire du hardware qui fonctionne plutôt bien. Leur faute, par contre, bien souvent, c'est d'avoir du hardware qui vieillit mal et aussi qui mettent un peu trop de temps à update leur truc, genre notamment si vous regardez le Mac Mini, il n'a plus été update depuis 2014, je crois. Enfin bref. Du coup, là, le problème, et la raison pour laquelle je suis désolé pour les gens, c'est qu'il y a énormément de problèmes avec le nouveau clavier des derniers MacBook Pro, que ce soit celui avec la Touch Bar ou celui sans. Et c'est le clavier qui utilise les Butterfly Switch. Donc les Butterfly Switch, c'est des sortes de... C'est des switches pas vraiment mécaniques, mais il y a une petite partie de mécanique dedans dans un clavier chiclette. Donc ça permet d'avoir quand même des touches qui sont mieux, mais dans un clavier chiclette. Alors, le truc, c'est que depuis la sortie, les gens sont très partagés dessus. Il y a des gens qui sont en mode non, je le déteste. Et il y a des gens qui sont en mode ça va. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Mais le plus gros problème, c'est que le, le, le Switch est très mal designé, en gros. S'il y a la moindre poussière, enfin, vraiment, genre, si vous bouffez devant votre ordi ou autre chose, vraiment une vraie poussière, pas juste genre une petite poussière qu'il peut avoir dans l'air, s'il y a la moindre, genre, grain de sable, voilà, qui va dans le Switch au mauvais endroit, le Switch est totalement bloqué, genre vraiment bloqué. Du coup, le problème, c'est que c'est Apple. Euh, un autre constructeur de clavier, encore, vous pourriez sans problème démonter le clavier pour le nettoyer. Mais là, c'est Apple, vous ne pouvez pas. C'est juste pas possible. Du coup, les gens, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est que l'une des réputations d'Apple, c'est qu'ils ont une bonne garantie. Alors, il suffit d'aller à l'Apple Store et ils vont le réparer. Jusqu'à maintenant, non. En gros, jusqu'à maintenant, c'était non, il n'y a pas de faute avec le clavier, c'est de votre faute, donc il va falloir payer pour le faire réparer. Littéralement. Non, je ne déconne pas. Donc, un des gros avantages d'Apple, là, était totalement bafoué, mais bon. Et du coup, la news, c'est qu'apparemment, Apple va lancer un service pour justement régler ces problèmes-là. Et ils ont enfin avoué qu'il y avait des problèmes de clavier après plus d'un an. Hein. Ça fait plus d'un an, hein, sans déconner. Du coup, ce que ça permet, c'est de ne plus devoir forcément payer. Normalement, vous ne devriez pas payer d'ailleurs, parce qu'ils ont vraiment avoué la faute. Donc, par un exemple qu'il donnait ici, c'est qu'apparemment, ça pouvait monter jusqu'à $700 de réparation pour le clavier. What the fuck? Alors, j'aimerais juste... Puis-je donner un petit avis par rapport à Apple? Alors, je ne suis pas fanboy Apple, ni je déteste Apple. J'ai même un iPad, parce que je trouve qu'ils font quand même des bons trucs. Toutefois, il y a un truc que
depuis quelques années qui, avec Apple, m'étonne énormément. C'est que, premièrement, ils font des grosses fautes niveau hardware, ce qu'ils ne faisaient pas trop avant. Avant, genre, bon, ok, tout n'était pas parfait ou c'était pas exactement ce que les gens voulaient, mais maintenant, genre, ça fonctionnait pas. C'est genre, le clavier se coinçait, ça ne fonctionnait pas. J'ai vu aussi beaucoup de gens avec un iMac Pro, donc le grand iMac à 5 000 $. Il y a des gens qui ont d'énormes problèmes avec, où Apple s'amuse à mettre des vis en zinc pour des fixations ou autre chose. Des vis je sais pas si vous vous rendez compte des vis en zinc. Euh, le truc, c'est que normalement on utilise des vis en acier parce que l'acier c'est beaucoup plus résistant. Et le truc, c'est qu'Apple est en mode non, on va économiser encore plus, on va utiliser des vis en zinc. Et du coup, les vis littéralement se pétaient dans le truc. Genre, en les dévissant, elles se pétaient automatiquement. Du coup, il y a l'air ces dernières années d'avoir des grosses fautes niveau design chez Apple. Juste des trucs qui sont mal pensés en fait, qui sont mal conçus. Et je trouve ça très étonnant, même si c'est un peu justement l'un des problèmes qu'ils ont ces derniers temps. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué, et je l'ai remarqué directement par moi-même, c'est que niveau software, niveau développement logiciel, tout ça, ces derniers temps, ils font un peu de la merde aussi, hein, on va être honnête. Genre iOS 11, moi, avant que j'upgrade sur iOS 11.4, j'étais sur iOS 11.3 et je peux vous dire que j'avais des sacrés bugs. J'avais des applications qui frisaient et genre je devais hard reset l'iPad ou sinon ça marchait pas. Et depuis que j'ai fait... Alors j'ai cru que c'était d'abord les applications parce que c'était 2 applications en particulier. Et puis en fait, depuis que j'ai fait la dernière mise à jour d'iOS, plus de problème. Donc ouais, c'était clairement un problème Apple. Donc ouais, ces derniers temps, Apple... Au final, ce qui est d'ailleurs dommage parce que leur grosse force c'est le design et je vous dis le software. Normalement, genre iOS ça tourne plutôt bien, c'est plus optimisé qu'Android, beaucoup plus, meilleure gestion de la batterie, tout ça, même s'ils mettent une batterie ridicule dans leur téléphone. C'est pas le cas de l'iPad, par exemple, il y a 8000 mAh dans l'iPad. Quand j'ai découvert ça, j'étais en mode what? Genre, en mode, pourquoi vous faites pas ça avec votre téléphone? Peut-être pas 8000 mAh, mais pourquoi vous mettez pas plus de batterie dans votre téléphone? Il serait incroyable. Mais bon, bref. Du coup, oui, je suis sacrément étonné. Enfin, je suis étonné, mais pas étonné à la fois, en fait. Je pense qu'ils ont peut-être... Honnêtement, je pense qu'il serait peut-être temps que Tim Cook, qui est le CEO actuel de Apple, genre, laisse la place à quelqu'un d'autre. Très honnêtement. Bien souvent, ce genre de truc, vous allez me dire, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Mais s'il le voulait, s'il disait, ok, maintenant, on règle les problèmes, on évite de faire des conneries, il pourrait le faire. C'est lui qui dirige. Donc je pense qu'il est peut-être temps. C'est un peu comme avec certaines sociétés. Microsoft a eu le même problème il y a quelques années. Ils ont eu pendant pas mal d'années. Selon moi, le CEO de Microsoft pendant pas mal d'années était à chier. C'était, je sais plus comment il s'appelait. C'était l'un des fondateurs en plus de Microsoft. C'est ça le pire. Mais c'était Ballmer, je crois. Steve Ballmer, quelque chose comme ça. Je ne sais même plus. En tout cas, il faisait un travail à chier. C'est lui qui a foutu Microsoft dans la merde pendant toutes ces années. Hein. C'est que récemment, enfin, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils ont changé de CEO et c'est là que genre, Microsoft a repris du poil de la bête. Même si ces derniers temps, ils font un petit peu des conneries par-ci par-là. Donc ouais, je pense que Apple, il serait peut-être temps de changer de CEO parce que Tim Cook fait un peu de la merde. Après, en même temps, je n'en espérais pas moins de quelqu'un qui est vraiment trop orienté commercial. C'est ça aussi le problème de pas mal de sociétés. C'est des fois, ils ont quelqu'un qui s'y connaît en design, qui dirige, du coup ça va bien. Et puis ils changent pour quelqu'un qui s'y connaît plutôt en commercial. Et du coup, alors, tout ce qui est publicité, tout ça, c'est génial, hein. Mais par contre, voilà, ce genre de truc, ça arrive. Donc ouais, enfin bref, c'était un petit sujet, un petit peu débat. Si vous avez justement par rapport à... Alors, si c'est votre avis, c'est juste genre Apple c'est de la merde, bon, ok, non, ça aide pas beaucoup. Mais si vous avez un avis plus constructif, ou pourquoi vous n'aimez pas Apple et tout ça, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je trouve ça intéressant comme sujet justement, parce qu'il y a clairement un problème avec Apple en ce moment, et je pense qu'il devrait y avoir du changement. Ensuite, en parlant de société qui par contre réussit totalement en ce moment, c'est Amazon. Donc Amazon va se lancer dans la pharmacie en ligne. Je ne déconne pas, ils ont racheté apparemment une pharmacie en ligne qui était déjà développée dans tous les États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que dans un mois vous allez pouvoir acheter des médicaments via Amazon Pharmacy sur Amazon.fr. Non, vous pouvez
normalement déjà acheter des pseudo-médicaments, mais il faut tenir compte que les médicaments que vous pouvez acheter sur Amazon.fr à l'heure actuelle, c'est pas vraiment des médicaments, c'est plus genre hey, des pilules pour maigrir, mais c'est pas vraiment des médicaments et que ça sert à rien. Mais là, c'est une vraie pharmacie. Ils pourront vendre des vrais médicaments qui des fois requerront même des prescriptions du médecin. Donc, c'est un nouveau marché qui est pas stupide. Franchement, c'est pas stupide. Même en Europe, ça arrive en ce moment. Et même nous, récemment, le truc, c'est que des fois, vous regardez le prix des médicaments en pharmacie et il est abusé. Alors, ça va encore en Europe parce qu'on a des lois qui permettent d'avoir des placebos, bien souvent. Donc, vous pouvez acheter des marques blanches. Donc, c'est des marques qui... C'est pas des marques, c'est juste genre... C'est la même molécule, c'est le même genre de médicament, mais juste pas avec tout de la bullshit marketing ou autre chose, quoi. C'est à peu près ça. Aux États-Unis, ils ont rarement ça, très rarement. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le marché est hyper contrôlé par les trucs pharmaceutiques qui contrôlent n'importe quoi, enfin vraiment tout en fait. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que, alors, ils vont pas changer tout d'un coup parce que les groupes pharmaceutiques ont encore beaucoup de pouvoir, mais je pense qu'à terme, le truc d'Amazon, c'est qu'ils pourraient, avec le budget d'argent qu'ils ont, parce qu'ils ont énormément d'argent, ils pourraient en arriver à une situation où ils pourraient commencer à introduire plus de marques blanches justement aux États-Unis et tout ça, et je trouve ça très intéressant. Et même juste le marché de la pharmacie en ligne se développe pas mal ces derniers temps, parce que les gens en ont marre des fois de payer beaucoup plus cher pour un médicament alors que il coûte moins cher normalement. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant. C'est un peu effrayant aussi de voir tout ce que Amazon est en train de se lancer, parce que on se dit que si ça continue à ce rythme-là, dans 30 ans, genre Amazon contrôlera pas mal d'aspects de notre vie avec Google, donc ce sera les deux. Genre, vous serez contrôlé par Google et Amazon. Vous achèterez chez Amazon et vous serez exploité chez Google. C'est à peu près ça. Ce sera génial. Ce sera génial. Si vous aurez besoin d'un service, vous irez chez Google. Et si vous aurez besoin d'acheter quelque chose, vous irez chez Amazon. En gros, c'est à peu près ça, j'ai l'impression. Si ça continue dans le rythme actuel. Enfin bref. C'est juste une news pour dire que oui, Amazon devient de plus en plus puissant et ça devient un petit peu inquiétant. Apparemment, ils l'ont acheté pour 1 milliard. Donc pour un demi-Minecraft. C'est ma nouvelle unité de mesure que j'utilise souvent en vidéo maintenant, si vous ne le savez pas. Vu que Minecraft était racheté pour un peu plus de 2 milliards. Donc maintenant, quand je parle de rachat de société, je parle en termes de Minecraft. Donc voilà. Donc là, c'est un demi-Minecraft. Voilà. Vous pouvez acheter une pharmacie en ligne pour un demi-Minecraft. C'est à peu près ça. Alors, ça, c'est une news très intéressante. C'est au niveau de VW, Volkswagen, qui a du coup, bon, outre on va dire... les problèmes de traficotage de tests de diesel et tout ça, et qu'il y a des gens qui continuent de se faire punir à l'heure actuelle, et aussi des gens qui continuent de s'en sortir. Pour information, si vous ne savez pas, VW et plein d'autres marques, il y avait Audi, tout ça, enfin plein de marques qui avaient traficoté les scores de pollution de leur voiture diesel pour faire croire qu'elles polluaient moins, mais en fait elles polluaient beaucoup plus. Et du coup, un des boucs émissaires pour information, c'était les ingénieurs. C'est genre, ouais, on ne savait pas du tout, c'est un seul ingénieur qui a fait tout ça. Oh là là, quel vilain, franchement. Bon, c'est pas forcément passé partout, hein. Y a d'ailleurs plusieurs personnes plutôt haut gradées qui ont pris un peu cher. Après, je pense qu'il y a clairement pas assez de personnes qui ont pris cher pour ça, mais bon. Du coup, cette news a en fait un rapport, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est un rapport. Le truc, c'est que dans les amendes qu'ils ont reçues, donc ils ont reçu des amendes énormes, et ils ont aussi reçu une amende, et ça je ne savais pas trop, une amende qui leur force, en fait, ils sont pas obligés de la payer à l'Union Européenne ou autre chose. En gros, cette amende, c'est ils sont obligés d'investir dans des voitures électriques. Du coup, ils sont en train de travailler sur leurs voitures électriques, et dans cet effort-là aussi, ils s'amusent à designer justement des voitures de course électriques. Et notamment, ils ont designé cette voiture-là en 9 mois. Sans déconner, voilà, 9 mois, elle n'existait pas. Et ils l'ont designé pour le circuit du Twin Peaks. Alors, enfin, c'est pas un circuit, c'est plutôt une épreuve. Donc, le Peak Pie, le Peak, voilà, plutôt. Le Peak Peak. Le Peak Peak, c'est en gros, c'est une montagne aux États-Unis qui monte jusqu'à. Genre, il me semble, c'est jusqu'à même pratiquement 4000 mètres, 3000 à 4000 mètres. Si je me souviens bien, ou peut-être un petit peu moins quand même. Mais elle monte sacrément haut, quoi qu'il arrive, et du coup, l'épreuve, c'est vous prenez votre bagnole, littéralement, et vous montez la route jusqu'en haut. Alors, au début, c'était une route de terre, c'était plutôt intéressant d'ailleurs à cette époque-là, je trouve. Si vous avez déjà joué à des jeux de course, vous avez
peut-être déjà joué en fait sur cette épreuve-là. Les jeux de rallye aussi, il y a de fortes chances. Il y a même des voitures hyper connues qui ont été designées rien que pour ça. Par exemple, là, si vous avez joué à Gran Turismo 2, il y avait une Suzuki, euh, justement Pick Pick Edition, qui était la voiture ultime du jeu, si vous vous souvenez, parce qu'elle était parfaite en toutes conditions. Et en fait, c'était une voiture qui était justement designée pour cette épreuve-là. Et ben du coup, oui, je m'écarte beaucoup, mais bon. Volkswagen a designé une voiture pour cette épreuve-là, et ils ont littéralement battu le record du truc. Donc 7 minutes 57 secondes et 148 centièmes. Ils ont battu une voiture à propulsion normale. Une voiture pour... Enfin, c'est pas vraiment la première fois, mais c'est une des premières fois où une voiture électrique bat clairement une voiture à combustion dans une épreuve classique, avec exactement les mêmes règles et tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Ça indique un changement pour moi. Un changement qui va en prendre encore beaucoup de temps, hein, clairement. Il faut encore beaucoup de trucs qui doivent se mettre en place, mais un changement qui arrive quand même. Et je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, ce qui est marrant, alors, c'est Sébastien Loeb qui avait l'ancien record dans une Peugeot en 2013 d'ailleurs. Bon, c'est pas la Peugeot que vous achetez, hein. C'est pas la même. Hein. Disons qu'elle fait déjà un peu plus de bruit et qu'elle est un petit peu modifiée. Ce que je trouve assez marrant d'ailleurs. Dans les rallyes, elle ressemble à une Peugeot que vous pourriez acheter, mais c'est pas la même. C'est clairement pas la même. Du coup, là, c'est Sébastien Loeb qui s'est fait battre. Et en plus, il me semble, alors je ne sais plus le nom du pilote, mais il avait clairement, j'ai vu une interview, Romain Dumas. Déjà, son nom Romain, le truc c'est qu'il avait un accent vraiment français, donc je suis pratiquement sûr que c'est un pilote français. Désolé, je m'y connais pas trop en pilote ou autre chose, donc je tiens à le préciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire oh, tu ne connais pas Romain Dumas. Non, non. J'aime bien les voitures, mais je ne regarde pas trop de compétitions de course de voiture ou autre chose, donc je tiens à le préciser. Mais du coup, oui, c'est un autre Français au final qui a battu le record, j'ai l'impression, donc je trouve ça assez marrant. À quel point au final les Français se débrouillent plutôt bien en course de voiture et tout ça. Et du coup, ça faisait pratiquement 20 km de circuit. Et la voiture, du coup, l'a complété en 7 minutes, comme je dis, 57. C'est beaucoup de courbes, hein, énormément de courbes. Donc c'est très intéressant, franchement. Je suis curieux de voir justement où est-ce que ça va amener. Parce qu'évidemment, cette voiture, ils peuvent l'utiliser pour d'autres circuits. Hein, il n'y a aucun problème. Et je dirais même que si vous designez une voiture pour cette épreuve en particulier, vous pouvez affronter n'importe quel circuit après, franchement. Peut-être juste en réglant un petit peu quand même le moteur pour qu'elle ait un petit peu plus de vitesse maximum, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne droite sur ce truc-là, donc c'est surtout de l'accélération et des tournages, enfin des virages plutôt, des tournages. Et du coup, ben, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça a l'air pas mal. Bon, évidemment, on va pas l'avoir en 24 heures du Mans, parce que voilà, c'est une voiture électrique. Je suis pratiquement sûr qu'ils avaient optimisé la batterie pour qu'elle dure à peu près exactement les 20 km, ou si bien ils avaient une portée de 22 km ou autre chose, et ils ont vraiment été jusqu'à la limite de la limite. Mais bon, ça reste quand même très impressionnant, et je suis intéressé de voir ce que ça donnera dans le futur. Je suis même curieux de voir ce qu'ils feront quand on va avoir vraiment des voitures électriques qui vont s'insérer dans des compétitions classiques. Est-ce que... parce qu'ils vont améliorer un petit peu, les batteries s'améliorent petit à petit au fur et à mesure, et peut-être qu'ils vont designer justement des systèmes où ils peuvent juste s'arrêter en stand, la voiture est la batterie est remplacée, genre elle est en dessous de la voiture, elle est remplacée en 5 secondes à peine, et puis hop, ils repartent directement. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Pour ceux qui se demandent, il y a des compétitions de voitures électriques qui font des courses. Il y a par exemple les Formula I, qui sont des Formule 1 électriques qui sont pas mal. Il y a eu justement un Grand Prix récemment à Paris. Si vous habitez Paris, vous avez dû peut-être le voir ou l'entendre ou autre chose. Enfin, pas vraiment l'entendre. Enfin, vous avez entendu plutôt qu'une vraie voiture, mais parce que c'est littéralement ça. Mais oui, il y a quelques compétitions qui commencent à se faire et je trouve ça intéressant. C'est pas exactement la même chose que des vraies compétitions de voitures à combustion, parce que le bruit est totalement différent. D'ailleurs, cette voiture avait une sirène, je ne déconne pas, pour prévenir de son arrivée, parce que elle fait quand même un bruit très électrique, genre elle fait vraiment genre le ziou comme ça, mais ils ont dû mettre une sirène parce que les gens pourraient se faire surprendre en fait, parce que quand vous regardez des images de ça, ils n'ont pas encore mis la full rediffusion de la voiture qui monte jusqu'en haut, il y a quand même quelques trucs où vous la voyez un peu conduire, et du coup, le truc c'est que vous n'entendez rien, et puis d'un coup vous entendez, et puis la voyez passer, et vous entendez en fait la sirène. C'est le premier truc que vous pouvez entendre, juste une sorte de sirène de police ou autre chose. Donc ouais, je trouve ça
Je trouve ça assez marrant au final. Bon, sur circuit, ils en auraient pas besoin, mais c'est juste que là, c'est une vraie route en fait. C'est une vraie route utilisée par le commun des mortels pour monter sur la montagne. Et du coup, il y a des gens qui étaient juste au bord de la route, donc ils sont obligés de mettre une sirène parce que il y a des gens qui seront assez stupides pour rester justement sur la piste et se faire avoir. Ce qui serait un petit peu dommage. Ah, d'ailleurs, voilà la voiture de Sébastien Loeb. La Peugeot, totalement pas du tout Peugeot que vous pouvez acheter. Mais bon. Enfin bref, du coup, je trouve ça intéressant. Je voulais un petit peu en parler. Bah tiens, une autre news, tant qu'on est... Je voulais en parler plus à la fin, mais je vais en parler maintenant vu qu'on est un petit peu dans le domaine des voitures électriques. Tesla, alors, petite news Tesla. Alors, il y a pas mal de news ces derniers temps au niveau de Tesla. Je traite pas forcément tout parce que j'ai pas envie de paraître comme un fanboy Tesla parce que j'aime assez bien ce que fait Tesla, mais on va être honnête, ils ont beaucoup de fautes aussi. Même chose avec Elon Musk. Je pense qu'il a pas mal de qualités, mais aussi pas mal de gros problèmes en tant que personne, clairement. Et du coup, là, c'était quand même une news intéressante qui pourrait... Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle quand on y pense, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Donc, en gros, Tesla a ouvert son carnet de commandes pour... Alors, en gros, ils ont lancé la Tesla Model 3, voilà un petit moment maintenant, et vous pouviez déposer 1000$ pour juste réserver le droit de l'acheter, en gros. Maintenant, en fait, ils ont ouvert le carnet de commandes, ça veut dire que vous pouvez déposer 2500$ maintenant pour vraiment la commander. Genre, ça lance le processus de commande, elle va être fabriquée, vous pouvez la personnaliser, vous dites, je veux qu'elle soit verte avec des points bleus, enfin, peut-être pas comme ça, mais voilà, vous pouvez vraiment la commander. Et du coup, ils ont ouvert tout aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est totalement ouvert. Donc, si vous aviez une pré-réservation dans un de ces deux pays, peut-être pas les Québécois, parce que des fois, les Québécois se font un petit peu avoir, mais si vous avez une réservation dans un de ces deux pays, vous pouvez littéralement la commander directement et juste attendre quelques mois avant de l'avoir. Et alors, le truc, c'est que vous pourriez vous dire, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ont enfin réglé leurs problèmes, parce qu'ils ont pas mal de problèmes de production sur la Model 3. Ils ont essayé de trop automatiser les choses, et c'est justement des erreurs qu'avaient commis beaucoup de sociétés automobiles, là 10-20 ans même. C'est qu'ils essayaient de trop automatiser les choses et ils se sont rendus compte que il y a des fois, vous pouvez pas tout automatiser. Il y a des fois, il vous faut quand même des êtres humains pour faire des choses. Et du coup, Tesla a eu pas mal de problèmes avec ça en réalité. Parce que le truc c'est... Je comprends la mentalité... En fait, le truc c'est qu'Elon Musk, quand il a voulu faire une compagnie qui lance des fusées, on lui a dit, non Elon, t'es ridicule, ça ne marchera pas. Ça a marché, ça a clairement marché. Quand il a lancé Tesla, on lui a dit, non Elon, c'est ridicule, tu ne peux pas faire une voiture électrique intéressante. Ça a marché. Du coup, je pense que le problème c'est qu'à force qu'on lui dise, non c'est pas possible, et qu'il y est arrivé, Elon Musk est en mode... il y a tous ces gars des industries d'automobiles qui me disent ce n'est pas possible de totalement automatiser la construction d'une voiture actuellement, en tout cas. Donc, n'essaye pas. Ou en tout cas, fais le maximum et puis garde quand même des êtres humains pour les trucs que tu peux pas faire. Et Elon Musk a dû se dire non, on m'a toujours dit que c'était impossible, mais jusqu'à maintenant, moi j'ai pu faire des trucs qui étaient impossibles, donc je vais essayer de le faire. Sauf que la réalité l'a rattrapé. Et c'est un truc, c'est autant... Et d'ailleurs, il y a des gens qui étaient assez tristes là-dessus parce qu'en fait, il y a des gens qui sont assez fans en fait de Tesla et même des ingénieurs qui s'y connaissent bien là-dedans, qui sont assez fans de Tesla et qui disaient on a essayé de le prévenir, quoi. On n'était pas en mode non, tu n'y arriveras pas. Non, on était plutôt en mode il y a beaucoup de problèmes, tu vas avoir du mal à le faire, vraiment du mal à le faire. Et du coup, il n'a pas trop écouté parce que jusqu'à maintenant, on lui disait toujours Elon, t'es ridicule, tu n'y arriveras pas. Du coup, je trouvais ça intéressant. C'est aussi un des problèmes justement avec la personnalité d'Elon Musk, c'est que peut-être qu'il essaye des fois un peu trop de faire des choses alors qu'il devrait faire autre chose. Mais bon, ça fait aussi partie de son charme, on va dire, à essayer de faire des trucs impossibles. Mais bon, dans tous les cas, la production est toujours un peu à chier en ce moment. Ils ont du mal à sortir un peu des voitures. Il me semble qu'ils en ont sorti... ils sont à 3000 par semaine actuellement. Enfin, il y a des fois, ils font 3000 et puis la semaine d'après, ils font 1000. Donc, voilà. En gros, leur objectif, c'est 5000 voitures qui sortent par semaine des chaînes de production. Et ça va être compliqué. Donc, c'est ça que... C'est étonnant de voir cette news parce qu'ils ont encore des problèmes de production. Mais ils sont en mode, ouais, commandez tous vos voitures. Mais le truc, c'est... Je vous l'ai dit juste avant, il faut repayer 2500$. Donc, en gros, c'est une manière, littéralement, de déjà bloquer les gens parce qu'en fait, quand vous faites
le paiement de 1000$, vous pouvez vous dire non, non, finalement, je ne l'achète pas. Et ils vous remboursent les 1000$. Sauf que quand vous faites la vraie commande et que vous payez les 2500$, il n'y a pas de remboursement possible après 3 jours. Donc dès que 3 jours sont passés après votre réservation, c'est fini. Vous ne pouvez plus redemander oh non, finalement, je ne la veux pas. Donc c'est premièrement peut-être pour valider, on va dire, des achats, parce qu'ils ont peut-être eu des gens qui se sont justement dit oh non, non, ça prend trop de temps pour la Tesla, hop, j'annule ma commande, enfin j'annule ma réservation. Donc c'est pour peut-être verrouiller des gens, et aussi pour faire une levée de fonds, parce qu'ils ont clairement un petit peu des problèmes d'argent en ce moment. C'est le problème de beaucoup de compagnies un petit peu justement nouvelles comme ça, c'est que c'est le modèle Amazon, c'est le modèle même de beaucoup de compagnies, c'est que au début, vous vous en foutez de faire de l'argent. En gros, vous dépensez, vous grandissez, vous dépensez le plus d'argent possible pour grandir, 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 et quand vous êtes suffisamment grand, c'est là que vous commencez à générer des revenus. C'est le cas d'Amazon, par exemple, où Amazon a dû perdre énormément d'argent pendant un moment, mais maintenant, ils s'en font à mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tellement grands que maintenant, ils sont en mode « Hey, Amazon Premium, ça augmente de prix maintenant. » Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et ben voilà, vous n'avez rien à dire. Voilà. Et du coup, maintenant, ils se font encore plus d'argent, juste en augmentant. Même, ils augmenteraient de 1$ le prix, ils se font énormément d'argent, genre vraiment des millions et des millions, des dizaines de millions et même plus encore. Donc ouais, c'est la stratégie que prend Tesla, comme beaucoup d'autres compagnies dans le genre. Mais au bout d'un moment, quand même, vous devez quand même avoir un petit peu de cash qui vient, ou sinon, genre, ça ne va pas. Vous faites ça avec des levées de fonds, vous mettez plus, comme c'est une société en partie au capital public, ils ont des investisseurs, donc ils peuvent émettre plus d'actions ou autre chose. Donc, ils font ce genre de technique pour justement regagner un petit peu d'argent et continuer de grandir. Donc ouais, clairement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, comme je dis, cette news, c'est plus genre, hey, on va essayer de faire un petit peu de cash vite fait et s'assurer que certaines personnes qui ont commandé la voiture continuent de la vouloir, hein, quand même. Donc voilà. Je tiens quand même à préciser, mais vous n'êtes pas obligé de faire la commande en réalité. Donc même si vous avez payé les 1000$ pour réserver le droit, vous n'êtes pas obligé de faire la commande tout de suite. Mais quand même, ça permet quand même pour eux de valider, on va dire, des gens. Et aussi de peut-être savoir combien de voitures ils ont encore à faire. Donc ouais. Enfin bref. Dans tous les cas, malgré ce que j'ai dit, je souhaite quand même une réussite à Tesla, parce que je pense que ils font des bonnes choses. Pas tout est parfait, mais ils font quand même des bonnes choses, et qu'ils ont aidé clairement à lancer un marché qui, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à quelques années, était, selon beaucoup de personnes, impossible. Donc ouais, je trouve ça, à dire, impressionnant de leur part, et on verra où est-ce que ça les mènera, même s'ils vont avoir encore beaucoup de problèmes sur le chemin. Ok, alors maintenant passons à des petites news niveau un petit peu hardware. Du coup, première news, c'est que Corsair a acheté Elgato. Donc Elgato, c'est la société qui fait beaucoup de... Alors, ils n'ont pas juste ça, mais principalement, ils ont des trucs d'acquisition, donc des cartes de capture et tout ça. Ils ont aussi des trucs plus orientés streamer, un fond vert dépliable, le Stream Deck qui est un truc avec des boutons pour lancer des sons ou autre chose, ou faire des actions. Plein de trucs dans le genre, en tout cas. Ils ont aussi, par contre, et beaucoup de gens ne le savent pas, ils ont un truc de Smart Home qui marche plutôt bien en réalité. Je ne sais plus exactement le nom, mais c'est racheté aussi dans la même truc. Voilà, Magic Only iTV, il me semble que c'est ça, voilà. iTV en 2016 apparemment. Non, c'était pas cette société-là, je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, ils ont un autre business qui marche plutôt bien aussi dans leur poche. Et donc, Corsair les a rachetés. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des cartes d'acquisition Corsair. En réalité, même, le truc, c'est que Elgato va continuer de fonctionner de manière totalement autonome, un petit peu comme Instagram ou autre chose. Donc, ce sera plutôt genre Corsair pourra dire hey, vous devriez vous orienter dans cette direction, vous voyez. Genre, ils dirigent, mais de loin, un petit peu en mode hey, faites un petit peu ça ou autre chose. Mais ils leur disent pas clairement faites ça. Bon, ils pourraient encore leur donner l'ordre de faire clairement quelque chose s'ils le veulent, mais je ne crois pas qu'ils chercheront forcément à le faire. Donc c'est plus une manière pour eux de se mettre dans un marché qui est en pleine croissance, clairement, parce que avec l'arrivée des hautes résolutions, le 4K et tout ça, le marché de l'acquisition vidéo a pas mal progressé ces années, en fait. Parce que v'là 10 ans, honnêtement, le Full HD, la résolution Full HD, quand elle a été introduite, c'était en 2000 quelque chose. Et elle est restée pendant très longtemps en place, en fait. Il y a rien vraiment, il y a eu du 1440p, mais voilà, c'était pas trop ça, quoi. Et c'est que très récemment où vraiment le 4K a fait une explosion, et il y a le 8K qui est déjà parlé et tout ça, donc
c'est en pleine explosion et il y a besoin de matériel pour justement ce genre de choses. Et je pense que Corsair a envie de prendre une partie du gâteau, et, clairement, et peut-être même qu'ils vont aider Elgato avec de l'argent peut-être à se lancer plus dans un marché professionnel aussi. Enfin, vraiment professionnel, pas comme cette carte pro qui n'est pas vraiment pro en réalité. Donc là, on parle vraiment de trucs professionnels. On verra bien ce que ça donnera. Je suis assez intéressé personnellement. Je trouve que Corsair fait quand même des bons choix niveau produit, tout ça. Pas toujours parfait ou autre chose, mais ils font plutôt du bon travail. Quand ils se sont lancés dans le marché du clavier, ils ont révolutionné le marché du clavier mécanique selon moi. Ils ont aussi fait des très bons casques à une époque. Bon, maintenant c'est un petit peu moins bien, clairement. Ils ont fait des très bons boîtiers à une époque aussi, alors qu'avant, Corsair, si vous ne savez pas d'où ils sont partis, Corsair à la base c'était de la mémoire. C'était genre de la RAM et à peu près tout. Voilà, de la RAM. Et puis ils sont passés au SSD, chose logique si vous faites de la mémoire. Et puis après, ils ont fait des boîtiers. Donc les gens étaient en mode what, des boîtiers. Et puis finalement, ils ont fait des très bons boîtiers. Et puis ils ont commencé à faire des refroidissements. Que ce soit justement le water cooling en premier temps, à une époque où ça se développait vraiment. Donc ils ont dominé le marché pendant pas mal d'années grâce à ça. Ils ont fait aussi un peu de air cooling, mais ça c'était voilà, intéressant. Et puis ils ont fait des périphériques gaming. Et ça a plutôt bien marché. Bon, ils ont à un moment changé leur marque en Corsair Gaming avec un logo dégueulasse, mais ils sont revenus en arrière, ce qui est une bonne chose. Et maintenant, oui, ils se lancent dans l'acquisition vidéo finalement, donc je trouve ça très intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va bien donner. Donc c'est une bonne chose, je pense. Ensuite, une petite news encore une fois au niveau hardware. Alors, si vous ne savez pas, le ROG Swift PG27UQ, Asus par pitié, changez le nom de vos écrans, qui est un écran 27 pouces 4K 144 Hz G-Sync HDR. Est-ce que tout le monde me suit encore là? Parce que là, je pense qu'il y en a qui sont en mode... Oui, parce que là j'ai dit tous les mots magiques. J'ai dit 4K, 144 Hz, HDR, G-Sync. Je pense que le seul dernier mot magique que je pourrais dire, et c'est le cas en plus, c'est RGB. Parce qu'il y a il me semble qu'il y a des lampes RGB quelque part sur ce... Bon, oui, évidemment, l'écran est RGB parce que, voilà, c'est un écran. Mais, genre, il y a des lampes RGB aussi dessus, à mon avis. Enfin, bref, du coup, la news ici présente, c'est au niveau du fait que... on a une petite news au niveau de PC Perspective. C'est un site que j'aime plutôt bien. Pour information, c'est PC Perspective qui avait mis à jour le scandale de la GTX 970 qui n'avait que 3,5 Go de RAM plus 500 MO de RAM, mais beaucoup plus lent. Pour ceux qui ne savaient pas à l'époque, c'était un assez gros scandale. Du coup, c'est eux qui l'ont un peu révélé, ce scandale-là. Et donc là, ils ont démonté leur écran 4K, enfin leur exemplaire de l'Asus ROG Swift 4K qui coûte d'ailleurs $2000, je tiens à le préciser. Ils l'ont démonté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien de plus normal. Et ils ont découvert quelque chose de plutôt intéressant. Alors déjà, oui, il y a un énorme refroidissement dans l'écran, ce qui est assez étonnant, mais pas si étonnant que ça, parce que ils ont découvert ce petit module. Il me semble que c'est ce module-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire? Déjà, c'est un module qui a déjà 3 Go de RAM. Donc là, vous êtes en mode, what? Il y a 3 Go de RAM dans l'écran? Oui, il y a 3 Go de RAM dans l'écran. Et en gros, c'est un module qui... Alors, je ne sais plus exactement son nom, mais c'est une solution FPGA, ok? Donc, c'est un scaler... Alors, en gros, ça va contrôler l'image. Ça permet, par exemple, d'avoir G-Sync qui fonctionne. Donc, les écrans G-Sync, si vous ne savez pas, ils ont un scaler supplémentaire où ils remplacent carrément le scaler de l'écran pour offrir G-Sync. Du coup, c'est une pièce hardware custom fait par Nvidia. On voit d'ailleurs le logo Nvidia. Donc il y a carrément c'est pas une carte graphique, hein, mais c'est genre il y a un truc spécial Nvidia dans l'écran qui contrôle l'écran pour pouvoir avoir la fonctionnalité G-Sync et tout ça. Du coup, avant, ce truc-là coûtait déjà pas mal cher, $200-300. Donc c'est-à-dire que n'importe quel écran G-Sync coûte en général $200 à $300 en plus qu'un écran FreeSync de AMD. On en parlera après. Juste parce qu'il y a ce module-là dedans. Et bien du coup, ils ont découvert que dans cet écran 4K, il y avait un nouveau module G-Sync avec 3 Go de RAM et surtout cette puce-là. Vous voyez cette puce-là? Elle n'y paraît pas comme ça, mais si vous deviez l'acheter maintenant,
Si vous allez l'acheter maintenant vous-même, en tant que particulier, elle vous coûtera 2000 $. Là, vous êtes en mode, what? Et en gros, ils ont calculé que Nvidia a certainement un prix et tout ça, évidemment, hein, parce qu'ils ne vont pas payer 2000 $. Et du coup, il y a de fortes chances que le module ici que vous voyez, ce bête petit module dans l'écran, coûte 500 $. 500 $. Et il permet du coup d'avoir G-Sync qui fonctionne en 4K, 144 Hz avec G-Sync, tout simplement. Et c'est le grand intérêt de ce module-là. Parce qu'ils avaient besoin d'un module aussi puissant que ça, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4K 144 Hz. 4K 144 Hz, c'est une bande passante énorme. Du coup, les 3 Go de RAM sont même pas vraiment étonnants. Mais maintenant, la question est, et on pourrait vraiment se le demander, c'est que pourquoi Parce que AMD actuellement ils ont déjà annoncé des écrans FreeSync HDR. Donc AMD, eux, arrivent à faire fonctionner une technologie à peu près similaire. Alors, ils n'ont pas exactement la même plage. Par exemple, les écrans G-Sync ont une meilleure plage de rafraîchissement. Donc peut-être qu'ils fonctionnent à un rafraîchissement un peu plus bas ou autre chose. Mais ils sont à peu près au même niveau. Et ils arrivent à fournir ça sans avoir un module qui coûte 500 boules ou même 300 boules dans l'écran. Comme le nom l'indique, FreeSync est gratuit. Genre, c'est juste une technologie. C'est pas du hardware ou autre chose. C'est juste une sorte de façon de faire en quelque sorte. C'est une guide list qui dit ok, ça se fait comme ça. Et les fabricants d'écran après appliquent justement ça et peuvent l'utiliser. D'ailleurs, même FreeSync va être supporté sur la Xbox One pour information et Samsung va supporter aussi FreeSync sur leur écran TV. Et du coup, la question qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Nvidia paye 500 boules pour un truc comme ça alors que AMD arrive à le faire gratuitement pratiquement. Bon, peut-être pas totalement gratuitement, ils doivent quand même utiliser un meilleur scaler dans l'écran. Enfin, le fabricant d'écran doit forcément utiliser quelque chose du meilleur hardware pour que ça tourne mieux, mais comment ils y arrivent la vraie question, c'est pourquoi Nvidia s'amuse à faire ça. Il n'y a aucune réponse pour le moment. Surtout que je suis très partagé sur le truc. C'est parce que le premier module G-Sync, quand Nvidia l'a introduit, la raison pour laquelle il coûtait plus cher, ou enfin même que ça coûtait en fait un surplus d'argent, Nvidia était en mode ouais mais on met un truc plus puissant, comme ça dans le futur on pourra faire plus de trucs incroyables et tout ça. C'était vraiment leur marketing pitch. Vraiment, on pourra faire des trucs incroyables avec. C'est pour ça qu'on a pris quelque chose de puissant directement. Comme ça on n'a pas besoin de mettre à jour le hardware dans quelques années. Ça me fait un peu rire parce que ils ont mis à jour le hardware. Et du coup, le truc c'est que il y a eu, je déconne pas, au niveau de G-Sync, il y a eu aucune nouveauté en fait. G-Sync est toujours G-Sync, c'est genre un rafraîchissement variable. Oui, j'ai oublié de l'expliquer pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était FreeSync ou G-Sync, mais en gros, ça permet de dire à l'écran de fonctionner à un certain taux de rafraîchissement qui sort de la carte graphique. Donc si la carte graphique est en mode non, je peux pas faire tourner ce jeu à 60 fps, mais j'arrive à 50 fps, ben, l'écran est en mode ok, je vais fonctionner à 50 fps moi aussi. Et du coup, ben, il fonctionne de pair et ça donne une meilleure expérience. Parce que sinon, si l'écran est en mode 60 fps et que la carte graphique envoie 50 fps à la seconde, ben, ça vous donne du tearing, c'est pas très beau en gros. Donc, le truc vraiment, oui, c'est G-Sync n'a pas changé depuis des années. Ok, ils ont supporté des meilleures résolutions et tout ça, mais ça n'a pas vraiment changé en fait. Donc ça se demandait, mais pourquoi avoir payé autant d'argent, et moi-même j'ai un écran G-Sync, je tiens à le préciser, pourquoi avoir payé autant d'argent si au final il n'y a aucune fonctionnalité qui est rajoutée. Il n'y a rien qui est rajouté. Et FreeSync le fait gratuitement. Et il y a même des gens qui se demandent pourquoi Nvidia ne supporte pas FreeSync. Alors, bon, évidemment, la réponse simple, c'est qu'ils veulent toujours promouvoir G-Sync. Leur seul intérêt de G-Sync, c'est que ça ne fonctionne que sur Nvidia et que vous ne pouvez pas utiliser un écran FreeSync avec une carte graphique Nvidia. C'est la seule raison pour laquelle les gens achètent des écrans G-Sync, on va être honnête. Du coup, oui, on s'étonne pas trop, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont devoir rester honnêtes avec eux-mêmes. Si la Xbox One, si des constructeurs de TV comme Samsung commencent à supporter FreeSync, au bout d'un moment, tout le monde supportera FreeSync et Nvidia sera en mode non, on fait notre propre truc. Donc, ouais, c'est juste bizarre en fait. C'est vraiment bizarre.
je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à construire un truc pareil si au final AMD arrive à faire une technologie qui marche aussi bien pour presque rien d'argent en plus, enfin presque rien d'argent à côté de ça. Donc ouais, c'est juste un énorme puzzle dans ma tête, je ne comprends pas trop. Dans tous les cas, on verra ce que ça donnera, mais moi je le vois arriver à 3 km. Le truc c'est que à force, il y a plus de sociétés qui vont supporter FreeSync parce que ça coûte rien de le supporter littéralement. Et Nvidia va être au bout d'un moment, ok, on a raté avec notre truc, on n'a pas réussi à forcer les gens à l'utiliser, donc on va utiliser FreeSync. Surtout que le plus marrant, c'est que j'ai aussi un ordinateur portable et il supporte G-Sync. Sauf que dans les ordinateurs portables, G-Sync, donc tous les ordinateurs portables qui sont supportés G-Sync n'ont pas le module G-Sync. Parce qu'en fait, ils utilisent un truc comme FreeSync. En gros, ils utilisent juste l'écran et ils arrivent à faire fonctionner sans un module G-Sync. Et du coup, ça donne encore plus une raison pour laquelle ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert vraiment à rien. Et une raison pour laquelle aussi on pourrait se demander pourquoi Nvidia ne supporte pas tout simplement G-Sync, FreeSync et abandonne leur truc qui ne sert à rien quoi. Donc ouais, on verra bien. Dans tous les cas, c'est un peu triste comme news au final parce que ça veut dire que Nvidia est en mode non, payer 500 boules en plus alors qu'on pourrait juste prendre un truc qui coûte 500 boules en moins et qui fonctionnerait pratiquement aussi bien. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. J'ai beaucoup parlé sur ce truc là. Alors une autre petite news au niveau hardware vite fait. Alors niveau carte SD, c'est plutôt intéressant. Alors les cartes SD, si vous ne savez pas, il y en a beaucoup de formats différents, bien souvent qui augmentent leur vitesse, qui augmentent leur taille. Les cartes SD actuellement peuvent atteindre 2 Tera. Bon, il n'y en a aucune qui est vraiment à 2 Tera, mais elles pourraient atteindre 2 Tera s'ils le veulent vraiment. Et au niveau vitesse, elles font du... Alors, il y en a qui arrivent à faire quand même des bonnes vitesses, genre 200... facilement 200 MO à la seconde pour certaines, ce qui permet d'enregistrer du 4K pour information. Enfin, bien souvent en lecture, 200 MO. En écriture, c'est plus genre 100 MO, 150 MO ou autre chose. Ce qui est, comme je le dis encore une fois, suffisant pour du 4K. Mais du coup, comme je l'ai dit avec la news justement avec les cartes d'acquisition, c'est que le 8K arrive, tout ça, il va y avoir de plus en plus d'appareils photo et tout ça qui auront besoin de cartes SD plus rapides et aussi peut-être pour d'autres utilisations qu'on aura besoin. Du coup, le consortium qui fait justement la norme SD a lancé un nouveau format et du coup ce nouveau format nous permettra d'atteindre actuellement la limite c'était donc comme je disais 2 Tera avec le SDXC et bien avec le nouveau format qui sera SDUC qui sera Ultra Capacity, on atteindra 128 Tera. Oui, vous ne déconnez pas, une carte SD de 128 Tera, tout ça dans une carte SD en plastique qui peut casser comme rien du tout, ce qui m'est déjà arrivé. Juste vous la sortez de l'appareil photo, elle se casse toute seule. Enfin bref, il faudrait peut-être, j'ai envie de dire, hey, si vous mettez à jour vos cartes SD pour qu'elles soient plus grande capacité, tout ça, vous pouvez pas aussi commencer à fabriquer des cartes SD avec peut-être un plastique légèrement plus résistant? Merci, ce serait génial. Enfin bref, donc elles atteindront 128 Tera. Alors c'est la limite qu'elles pourront atteindre. Vous n'allez pas en avoir tout de suite. C'est plutôt genre, hey, selon la norme et tout ça, on peut aller jusqu'à 128. Mais ça veut pas dire, comme je dis, que ça atteindra 128 tout de suite. Mais ça veut dire par contre que la limite de 2 Tera, qui commence à être approchée franchement, hein, est repoussée. Comme ça, les fabricants pourront aller plus haut. Aussi, et par la même occasion, ils en ont profité pour améliorer les vitesses. Et pour cela, ils vont passer par du PCI Express. Donc ils vont utiliser une ligne PCI Express. Pour information, une carte graphique en utilise 16 par exemple. Donc là, ils vont en utiliser juste une, ce qui est déjà pas mal en réalité. Et ça va leur permettre d'atteindre et c'est des mégabytes B majuscule, donc c'est comme des MO, je tiens à le préciser, si on résume. Hein. Donc ça fait 985 MO à la seconde en enfin, ce sera certainement en lecture. Ça, en écriture, ça n'atteindra pas une telle vitesse. Et aussi, autre chose, c'est que ça supportera l'interface NVMe. Alors, NVMe, c'est plus une norme de communication avec la carte SD. C'est pas vraiment... comment dire par exemple, les disques durs sont en SATA. Okay, donc SATA, c'est une norme pour justement communiquer avec le disque dur. Donc NVMe, c'est un peu la même chose.
Et du coup, le NVMe est designé pour la mémoire flash. Le SATA, qui était utilisé jusqu'à maintenant dans beaucoup de trucs, ou même des trucs similaires au SATA, même limite dans les cartes SD, ne tenait pas vraiment, n'arrivait pas à donner les maximums de performance justement d'une mémoire comme une carte SD ou même un SSD justement. Donc le NVMe c'est une bonne chose, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Alors, vous serez quand même dépendant des puces mémoire que vous utilisez, c'est pas parce que c'est NVMe que vous allez avoir plein de vitesse ou autre chose. Il faut quand même des bonnes puces mémoire derrière, il faut que ça suive, parce que comme je dis, c'est juste la façon de communiquer avec la carte SD. Donc si la carte SD est nulle à chier, vous avez beau communiquer dans une magnifique langue, ça ne changera rien. Il faudra aussi certainement, c'est un problème avec les cartes SD, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôleur. Enfin, il y a un mini contrôleur dessus, mais dans les SSD, les gros SSD professionnels ou autre chose, c'est le contrôleur qui fait tout. Le contrôleur, en gros, contrôle comment les données vont être stockées sur la mémoire pour maximiser les performances. Du coup, un bon contrôleur peut changer tout. Du coup, là, ça va être la même chose. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils utilisent du NVMe qu'on aura forcément les méga vitesses directement. D'ailleurs, on n'aura certainement pas les 985 MO à la seconde directement. Il faudra pour ça un bon contrôleur, de la bonne mémoire, et voilà, il faudra tout ça ensemble. Donc ça coûtera cher, certainement. Mais du coup, ça veut pas dire pour autant qu'il y aura que des chers. On pourra avoir des cartes justement qui utilisent ce nouveau format, qui du coup atteignent des vitesses de 300 MO à la seconde. 300 MO c'est déjà pas mal franchement, il n'y a pas besoin de plus, ou même 500 MO à la seconde, ce serait déjà très honnête. 500 MO ce serait une limite très intéressante parce que beaucoup de SSD SATA sont limités justement à 500 MO à la seconde à cause de l'interface justement SATA. Et du coup, ça veut dire que comme ils sont un petit peu en phase de retraite, enfin petit à petit les SSD SATA sont un peu mis de côté et on commence à utiliser de plus en plus les nouveaux SSD en NVMe justement. Ça veut dire qu'il y a plein de vieilles technologies, aussi de vieux contrôleurs qui justement fonctionnaient bien avec des SSD qui devaient aller jusqu'à 500 MO à la seconde. Donc je verrais bien pas mal de cartes SD qui atteignent. À mon avis, on en verra plusieurs à 500 MO à la seconde parce que justement, elles utilisent un contrôleur qui était aussi bien, enfin une version de contrôleur qui était designée à la base pour un SSD SATA classique. Ça m'étonnerait, mais alors vraiment pas. Enfin bref. En réalité, je sais même pas s'il y a directement le contrôleur dans la carte SD. Je pense qu'il doit avoir quand même une forme de contrôle, sinon ce serait un peu bizarre. Il n'y a pas l'image, mais il y a aussi des pins supplémentaires sur cette carte SD. En gros, vous avez normalement plusieurs pins au-dessus de la carte SD. Là, vous en aurez encore une deuxième rangée juste en dessous. Donc, ça veut dire que c'est toujours compatible avec les anciens lecteurs de carte SD. Parce qu'il y a toujours les mêmes pins au même endroit. C'est juste que si vous voulez profiter des vitesses le maximum, vous devrez utiliser un lecteur de carte qui a le support pour les nouveaux pins. En gros, c'est à peu près ça. Donc c'est pas si étonnant que ça, et ça paraît logique en réalité, donc rien de très étonnant à ce niveau-là. On verra ce que ça donnera. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on avait besoin depuis pas mal de temps et qui devrait pas mal aider pour les téléphones mobiles apparemment. Moi je pense que ça va surtout aider selon moi pour le gaming, ça peut aider. Par exemple la Switch utilise une carte SD, donc si vous aviez une carte SD qui était hyper rapide, la Switch fonctionnerait encore mieux en réalité. Donc ouais, pour le gaming, pour la photo, pour la vidéo, surtout la vidéo, ça va être le domaine principal, ça va être une très bonne chose. Bon du coup c'est à peu près tout pour ce Texama Show, j'espère que vous avez bien apprécié cette durée pas du tout trop longue, légèrement dirons-nous. Des fois je discute un peu trop, mais c'est le principe du Texama Show, c'est une discussion, c'est pas juste genre l'actualité, c'est une discussion de l'actualité. C'est pour ça par exemple Linus Tech Tips, dont je m'inspire en partie pour le Texama Show, ils ont toujours leur When Show qui est un peu la même chose, donc ils discutent d'actualité technologique et tout ça, mais ils ont aussi une autre série à côté, et c'est ça que je trouve assez intéressant, où ils parlent de l'actualité mais en mode ils ne donnent pas vraiment leur avis, c'est genre voilà l'actualité, blablabla, vite en 5 minutes ils donnent l'actualité pour les quelques jours qui se sont passés. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être que je préfère ça dans le futur. Ça pourrait être bien. Mais à ma façon quand même. Parce que j'ai ma façon de faire. Mais bon, j'aime bien quand même donner mon avis sur les choses. Ou juste discuter. Ou donner des précisions supplémentaires. Ou juste parler de trucs similaires ou autre chose. J'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires par exemple par rapport au sujet Apple que j'avais parlé un petit peu. Voir ce que vous en pensez, tout ça. Ce que vous en pensez aussi peut-être du débat G-Sync. Pourquoi ils ont réellement besoin d'un tel module ou autre chose. Je sais que quand même leur module est supérieur à ce que peut faire AMD, mais le truc c'est une question de
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 500 boules pour juste quelque chose qui est légèrement meilleur? Je ne sais pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Vous pouvez aller aussi sur Utip si vous voulez soutenir la chaîne en regardant une pub gratuitement. Donc vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement. Juste regardez une pub de 30 secondes. Ça rapporte beaucoup plus que les pubs YouTube. Et ça vous permet de justement soutenir la chaîne. Comme je l'ai dit, il suffit de très peu de personnes pour vraiment permettre de gagner réellement un salaire raisonnable sur YouTube. Donc n'hésitez pas, il y a le lien dans la description à partir de depuis pas mal de temps dans chaque description de vidéo qui sort à partir de maintenant en tout cas. Et du coup, merci à tous en tout cas qui soutiennent la chaîne à ce niveau-là. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.